républicaine et démocrate, et qu'elles puissent ensemble discuter de sujets. Le dernier sujet en date, je crois, c'était la famille. Nous avons eu une fois un sujet sur la tolérance, et ça permet un échange par petits groupes et une prise de parole de chacun des membres et des représentants des religions de Colombes. Mon souhait, c'est que Colombes reste une ville pour tous, une ville dynamique, une ville qui accueille toutes les personnes, quelle que soit leur origine sociale. Vous savez, si vous regardez, même dans notre département, certaines villes, malheureusement, essayent de ne faire du logement que pour certains. Eh bien, moi je pense qu'il faut faire du logement pour tous, c'est-à-dire du logement d'accession sociale, du logement social. Toutes les catégories doivent être représentées à Colombes, toutes les catégories sociales, toutes les catégories d'âge et toutes les catégories qui représentent des religions sur notre commune. Ce qu'on veut, c'est un Colombes qu'on puisse vivre ensemble, un Colombes mosaïque. Merci à vous. Chers amis colombiennes et colombiens, je vais peut-être vous surprendre. Il m'arrive, dans certains débats enflammés du conseil municipal, d'être radicalement opposé à Philippe Sarr, votre maire aujourd'hui. Sur ce qu'il a dit, à quelques nuances près, je partage en tant que gaulliste la même opinion. Et aujourd'hui, ça vient probablement du fait que c'est une ville trop coupée en deux, avec d'un côté une certaine prospérité et de l'autre côté un concentré de problèmes pour lesquels, chers amis, vous qui habitez probablement essentiellement ces quartiers, il n'y a aucune fatalité. Je voudrais que la mairie soit là, et peut-être que je partage de ce point de vue-là les mêmes convictions avec Philippe Sarr. Je voudrais que la mairie soit là, non pas pour continuer cette différenciation, mais faire que ceux qui subissent aujourd'hui des conditions de vie difficiles puissent avoir un espoir d'ascenseur social pour eux et leurs familles. Et je crois qu'une mairie comme Colombes, avec son potentiel, peut faire beaucoup pour vous. Encore faut-il, en effet, que l'équipe municipale ait ça au cœur de ses préoccupations. Moi, ma préoccupation, c'est de rendre Colombes plus riche. Ce n'est pas un vilain mot, être plus riche pour une ville. C'est au contraire donner des conditions de meilleure redistribution pour les populations en difficulté. Je considère qu'un certain nombre de maires se sont succédés sur cette ville, et je ne cherche pas du tout à les caricaturer, parce que je suis convaincu qu'au fond d'eux, ils avaient la même volonté de bien faire. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'ils n'ont pas vu le problème essentiel de notre ville, qui est le problème de la richesse économique, et qu'il faut, de ce point de vue-là, augmenter cette richesse par l'arrivée d'entreprises qui embaucheront des Colombiens. Je me permets de vous rappeler qu'entre 2004 et 2008, j'étais alors en charge de différents secteurs, mais dont l'emploi, et j'avais réduit le taux de chômage de moitié. Ce n'était pas un miracle, c'était simplement le fait que j'avais su mettre en relation les entreprises avec les chômeurs de Colombes et que je leur garantissais des chômeurs qui avaient envie de se réimpliquer dans l'économie. Au-delà de ce problème que j'évoque maintenant, venons-en à vos préoccupations d'aujourd'hui, qui sont peut-être en effet d'ordre religieux. Je suis très clair là-dessus. Je connais bien le problème aujourd'hui des lieux de culte sur la ville. Il y a un lieu de culte officiel, Mohamed V, qui ne répond pas à l'ensemble des besoins, d'abord par sa taille, et ensuite du fait qu'elle soit excentrée géographiquement sur les quartiers nord-est, et que beaucoup de populations qui pratiquent la religion musulmane habitent également l'ouest, le nord-ouest de la ville. Donc, depuis le départ, je suis pour un projet de deuxième mosquée qui rééquilibrerait cette
demande de culte. Et tout comme vous le disait le maire, je pense qu'une ville laïque doit pour autant respecter un simple accès facile aux différents cultes de la ville. Mon inquiétude, et je ne donnerai pas le problème, j'assume toujours mes décisions au conseil municipal, quand je n'ai pas pris part au vote, ce n'était pas une façon de dire que je me désintéressais du projet. J'ai moi-même reçu plusieurs fois Musc, j'ai reçu l'association qui nous reçoit gentiment aujourd'hui, et je leur ai dit toujours la même chose. Je leur ai dit, vous vous appelez dignité, c'est un très beau mot, un mot que je respecte fondamentalement. Mais dignité, où est-elle dans un projet qui va être facilité par la mairie? Et encore une fois, c'est un bon point, du fait de la cession d'un terrain qui correspond aux besoins d'une telle implantation. Mais votre projet, tel que je l'ai vu, tel que vous me l'avez présenté, a un souci majeur. Nous sommes malheureusement dans une société matérialiste et tout projet demande de l'argent. Aujourd'hui, le projet tel qu'il a été présenté au maire, et c'est en ça que je pense qu'il s'est un peu trop précipité, je n'en tire aucune conclusion, parce que ça c'est de la base politique, mais je pense vraiment que c'est un projet qui aurait dû être un peu plus mûri dans sa recherche de financement. Donc, oui à une deuxième mosquée, mais je ne vous cache pas, et je vous le dis du fond du cœur, dans un quartier en plein redéploiement, qui est donc ce quartier nord, qui, comme vous le savez, bénéficie de la politique de rénovation urbaine, qui voit nos grands ensembles des grèves mieux positionnés, avec des avenues plus larges, des plantations, des accès au hall, eh bien, je dis juste que cette mosquée doit être digne et qu'aujourd'hui, les moyens financiers me paraissent insuffisants. Merci, M. Renfray. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Métias. Donc, effectivement, je suis candidat UDI aujourd'hui aux élections municipales, mais je ne me considère pas réellement un politique. Je pense que peu d'entre vous me connaissent, puisque... Oui, vous m'entendez? Donc, je suis effectivement le candidat UDI aujourd'hui aux élections municipales, mais je pense qu'effectivement peu d'entre vous me connaissent, parce que c'est la première fois que je me présente, et je ne me considère pas vraiment comme un politique. Moi, je suis avant tout citoyen de Colombes, depuis quasiment un an. Donc, je connais bien cette ville, j'y ai grandi, je connais bien les problématiques. Je suis moi-même croyant, donc je connais bien aussi toutes ces problématiques liées aux religions à Colombes. Et si je me suis investi aujourd'hui dans une liste politique particulière, c'est-à-dire une liste politique d'habitants qui veulent aujourd'hui s'investir pour leur ville et casser un peu la dynamique à la baisse qu'on a sur Colombes pour qu'elle reparte à la hausse, c'est avant tout parce que on aime cette ville et on a envie d'y aller. C'est donc une initiative d'habitants, une initiative citoyenne, et en cela, elle ressemble beaucoup à l'initiative citoyen musulman, que je remercie aujourd'hui de nous recevoir. C'est M. Mahali, donc que je trouve tout à fait louable. Et il y a une chose qui m'a frappé dans cette initiative, c'est effectivement ce combat contre la stigmatisation. Et moi, j'ai vraiment envie de m'inscrire, et si je devais vous faire passer un message, c'est celui-là, c'est que le combat contre la stigmatisation des citoyens musulmans, pas seulement, pas lié à leur caractère religieux, mais de tout type de citoyens, est un combat qui est dur, mais qui est fondamental à mes yeux. Et comme j'ai pas envie d'être très très long, je voudrais vous dire que je pense qu'on va répondre aux questions sur les mosquées, etc. Je pense que c'est des questions qui vont revenir et je vais vous donner mon point de vue plus tard. Mais moi, ce qui m'a marqué, ce qui me marque profondément, et là où je m'inscris dans la démarche aujourd'hui, c'est ce combat contre les stigmatisations de tout type. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci. Laurent Trupin. L'avantage de parler le dernier, c'est qu'on peut être plus bref. Le désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues, parfois concurrents, mais néanmoins amis. Donc je crois que personne, candidat aux élections à Colombes, peut dire « moi je suis contre je suis pour la stigmatisation et je suis pour que les musulmans soient dans leur quartier ». C'est du grand n'importe quoi. Donc évidemment, nous sommes tous pour
que vous viviez, que nous vivions tous ensemble. Je voudrais simplement m'élever, moi, sur une idée qui me paraît pernicieuse. On n'est pas dans une logique où il faut considérer que vous êtes, parce que vous êtes musulmans, des citoyens forcément de seconde zone, ou forcément moins riches que les autres, ou forcément différents. Je veux dire, on est tous des citoyens de Colombes. Il y a parmi vous des gens qui habitent certains quartiers, d'autres qui habitent d'autres quartiers, et je crois que associer musulmans et classe populaire, c'est une vraie bêtise. Donc, s'il vous plaît, on arrête avec ces bêtises-là. Deuxième réflexion que je voudrais vous livrer, je crois qu'il y a évidemment des réponses à vous apporter sur non seulement le lieu du culte, et là je le réaffirme comme mes prédécesseurs, l'attachement au fait que le culte puisse s'exercer dans de bonnes conditions, partout à Colombes, et pas seulement à la mosquée Mohamed V si elle est insuffisante. Il faut évidemment promouvoir l'autre projet également, mais aussi des lieux d'études. Parce que je pense qu'une de vos revendications, un de vos besoins, c'est l'école. Et l'école, ça sert à quoi? Ça sert à transmettre des valeurs. Et les valeurs, je crois que nous les partageons. Ces valeurs de tolérance, ces valeurs d'intelligence, ces valeurs qui font le fondement de notre vivre ensemble, vous pouvez les transmettre également. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dernier point, je crois qu'on est dans une logique, parce qu'on est dans une logique électorale, où vous allez demander des choses, et on vous apporte des réponses sur ce que vous souhaitez, ou sur ce que vous pensez, sur ce que nous pensons que vous souhaitions. Je pense qu'il faut se poser la question dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce que les citoyens musulmans peuvent apporter à la ville de Colombes? Qu'est-ce que vous allez donner à l'ensemble des Colombiens? Et là, moi, je vois au moins deux choses importantes. Vous allez amener, parce que vous êtes justement politique et que vous vous associez au débat politique, que vous êtes musulmans et citoyens et musulmans, je ne sais pas dans quel ordre il faut le placer, vous allez nous apporter une vision politique de la vie dans la cité et une vision pacifique de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se la raconter, il ne faut pas se leurrer non plus. L'islam, pour beaucoup de Français, pour beaucoup de gens, c'est dangereux parce qu'ils assimilent l'islam et terroriste. Et ça, vous êtes la réponse à cela. Vous montrez que ce n'est pas vrai, vous montrez qu'on peut avoir un islam pacifiste et un islam qui va dans le bon sens des valeurs que nous voulons tous défendre. Et deuxième chose que vous apportez, les valeurs justement, que vous allez transmettre aux jeunes grâce à votre engagement citoyen. Et ces valeurs, c'est celles que d'autres religions partagent, que je pense que la religion du livre en tout cas partage, des valeurs de tolérance, des valeurs d'intelligence. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aussi avec vous ce soir et pour disposer à répondre à toutes les questions dans les deux sens. Nous vous apportons quelque chose en tant qu'élus, vous apportez quelque chose en tant que citoyen musulman. Merci. Bon, vous pouvez garder le micro, je vous indiquerai la personne en fait la question. Donc là en l'occurrence, ça serait c'est une question pour Monsieur Sarr. Donc il faut faire attention aux comparaisons et aux services rendus par les différentes villes. Sur la jeunesse, très brièvement, on ne peut répondre à ce qu'on va faire que quand on regarde ce qu'on a déjà fait. On a fait un projet jeunesse pendant cette mandature et on a réuni tous les acteurs de la jeunesse pour monter ce projet jeunesse. Alors j'ai entendu dire, oh là là, mais monsieur le maire, vous avez fermé les antennes jeunesse. Eh bien oui, oui et oui. Et ce sera à refaire, je le referai. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux antennes jeunesse, deux pauvres antennes jeunesse, qui fonctionnaient l'une au Grève, l'autre au Côte-d'Oti, et qui fonctionnaient mal, sans projet, sans moyens, sans objectif. Et j'ai considéré que ce n'était pas digne, là non plus, d'accueillir les jeunes dans ces conditions. Dans notre nouveau projet jeunesse, nous avons mis en place un nouveau BIGE, Bureau d'information jeunesse, avenue de l'Europe. Décent, correct, plus grand, avec du personnel. Nous avons créé un espace santé jeune. Parce que les jeunes, il ne faut pas s'occuper seulement de les faire jouer au foot et de leur donner de la culture. Il faut aussi s'occuper de questions comme la santé, le logement et l'emploi. Nous avons priorisé les jeunes dans les demandes de logement. Nous avons fait en sorte de monter de nouvelles structures, comme par exemple Hors les Murs, qui fonctionne maintenant au Collège Taillade, à l'ancien Collège Taillade. Bref, nous avons développé un certain nombre de structures pour les jeunes. Est-ce que tout est fini? Non, certainement pas. Et ce que je m'engage à faire, c'est effectivement à poursuivre dans cette voie. Mais poursuivre dans la voie de la jeunesse, c'est pas leur donner un local en bas de leur tour, c'est faire en sorte que la jeunesse se bouge, que la jeunesse vienne jusqu'aux structures et que la jeunesse trouve dans leur quartier des référents pour leur permettre ce contact avec les structures de Colombes. Moi je pense que la jeunesse, il faut lui offrir la possibilité de l'autonomie et pas de l'assistanat, et qu'il faut que la jeunesse elle-même
fasse l'effort d'aller vers les structures. Voilà, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des mesures qui ont été prises pendant ce mandat, mais je crois que si vous regardez bien, et ça figure dans mon programme, il y a des éléments de bilan, je crois que nous sommes passés d'un moment où nous faisions simplement de l'accueil jeunesse en bas des tours à de vraies structures, BIG, espace santé jeunes, maison de l'image, rénovation du CAFUS, pour que les jeunes puissent trouver des équipements à la hauteur de leurs besoins. Monsieur Raffray, remettez-vous en cause les deux salles de prière à Audras, situées à la salle de Audras et des Côtes-de-Tis, mises à disposition par la ville, si vous êtes élu maire au mois de mars. Remettez-vous en cause les deux salles de prière qui ont été mises à disposition par la ville, à la salle de Audras et de Côtes-de-Tis, si vous êtes élu au mois de mars. Alors, premièrement, je constate que le maire en place se voit confronté à un projet ville, alors que moi, on me demande une réponse sur des choses importantes, enfin qui sont quand même très stigmatisantes. Alors permettez-moi de vous dire que pour la jeunesse, je ne suis pas du tout d'accord avec cette politique, que je rouvrirai, et ça n'a rien de péjoratif, des lieux d'accueil de jeunes, mais bien encadrés par des éducateurs spécialisés dans chaque quartier. Parce que figurez-vous, moi aussi j'ai été un petit peu ce qu'on appelle aux manettes, et à un point qui était celui de la mission locale. Vous savez, la structure ville qui s'occupe de l'emploi pour les moins de 26 ans. Et pour les moins de 26 ans, moi aussi j'avais l'idéal de Philippe Sarr en disant il y a un lieu d'accueil, ils vont venir en masse de tous les quartiers. Et quand je me suis rendu compte que les jeunes ne se déplaçaient pas, certes, j'en ai été très mari, mais j'ai pris la bonne décision qui était d'ouvrir une journée par semaine dans chacun des quartiers et dans chacune des mairies de quartier des effectifs de la mission locale au plus près des besoins des jeunes. Donc l'idée de faire venir les jeunes en centre-ville, c'est très bien, et je pense que malheureusement ça ne marche pas, et je rouvrirai des structures décentralisées avec des éducateurs spécialisés, parce que ce n'est pas le fait d'avoir des lieux de proximité qu'on puisse remettre en cause, c'est ce qu'on fait dedans éventuellement. Et il faut convenir que les antennes jeunesse étaient arrivées à un niveau où les activités proposées n'étaient pas extraordinaires. Ça, de ce point de vue-là, j'en conviens bien volontiers. Et quand M. Sarr balaye d'un revers de manche l'accès à la culture, eh bien moi je vais vous dire, je pense que nos jeunes, eh bien si on pouvait tous les emmener aujourd'hui voir Van Gogh, croyez-moi, ils en reviendraient avec une idée de formation sur un avenir meilleur pour eux qui serait formidable. Mais ça se prépare et ça s'accompagne. Je ne fuis pas votre question, j'y arrive, mais si vous voulez, je ne peux pas mettre sur le même plan le traitement de la jeunesse et le respect des lieux de culte, enfin, tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui. D'abord, je vais vous dire franchement, de quel droit interdirais-je la pratique du culte? C'est totalement absurde. Je ne comprends même pas, cher ami, que vous me posiez la question. Pourquoi vous me la posez à moi? Je suis quelqu'un qui stigmatise la population musulmane de cette ville. J'en suis le plus proche. Alors, pourquoi je fermerais des lieux de culte? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu qu'une part de ma réponse. Quand je vous ai dit, Mohamed V, mais je sais très bien que le culte s'exerce dans de mauvaises conditions et de façon un peu cachée. Et ça, par contre, j'y suis plus réticent. Parce que je pense que le culte, comme pour toute religion, ça doit être quelque chose de parfaitement officiel et ouvert. Donc pourquoi fermerais-je quelque chose à Audras ou aux Côtes-d'Oti? Pourquoi posez-vous cette question? Bien entendu que non. Mais ce qui est important, c'est de parler prospective, de parler lieu d'implantation équilibrant sur la ville, une mosquée en effet, sur le quartier nord-ouest, mais une mosquée financée, un projet véritablement
digne. On tombe dans des problèmes de réciprocité, de droits internationaux, etc., qui sont insolubles, et c'est un problème de nationalité. Et puisque j'ai le micro, je le garde pour répondre aux 3 questions précédentes. Les musulmans ne sont pas plus touchés par le chômage? Si. Si, il faut arrêter de dire des bêtises. Il vaut mieux s'appeler Laurent que s'appeler Mohamed pour trouver un emploi dans un pays où il y a 15% de chômage. Donc il faut des politiques anti-discrimination. Les 2 salles de prière, bien sûr qu'elles seront maintenues, les 2 salles de prière. Les gens qui vous disent que les 2 salles de prière ne seront pas maintenues parce qu'on aura créé une mosquée, c'est pas vrai. Elles seront maintenues parce que vous en avez besoin pour des questions de proximité. Donc elles seront maintenues pour les personnes âgées. Par contre, ce qui peut être peut-être intéressant à faire, c'est de dire, puisqu'il y aura moins de monde dans ces salles de prière, parce qu'il y aura des gens à la mosquée, ouvrons-les aux femmes. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui, parce que il y a un problème de place. Et quand M. Raffray disait, je ne vois pas pourquoi on pourrait les fermer, moi je vois une raison pourquoi on devrait les fermer. C'est un problème de responsabilité du maire, parce qu'elles sont trop occupées, et qu'il y a un problème de danger physique des gens qui sont dans ces salles, parce que vous êtes très nombreux. Donc si vous êtes de même moins nombreux, parce qu'il y a une mosquée, qu'une partie d'entre vous sont valides et peuvent aller à la mosquée, eh bien ouvrons-les aux femmes. Oui, ça peut être une idée. Et quant aux antennes jeunesse, monsieur le maire, désolé, vous les avez fermées, ok, c'était peut-être pas idéal, mais il n'y a rien eu à la place. Donc où est-ce qu'aujourd'hui, indépendamment de questions de culte, où est-ce que les jeunes vont regarder ensemble un match de Ligue des Champions? Je ne sais pas, dans le hall de leur immeuble peut-être, mais ce n'est pas la solution. Justement, il y a le président Zidane qui est à mes côtés, qui a présenté le projet d'une école privée. Donc certains ont pu répondre à cette question pendant les interviews, pas tous. C'est l'occasion de vous positionner par rapport à ça. Quelle est votre position pour le futur projet idéal qui pourrait éventuellement s'installer sur Colomb? Et donc voilà, éventuellement comment faire pour l'aider si possible? J'ai déjà effectivement ma réponse à cette question, parce que la réponse elle est très simple. Toute école privée qui veut s'installer s'autorise, doit avoir par contre les autorisations légales pour le faire, doit être conventionnée ou pas d'ailleurs avec l'État, et ensuite elle relève des mécanismes. Oula. Allô? Elle relève des... Ça veut plus. Même le micro peut plus. C'est bon? Voilà. C'est très simple, ça relève des mécanismes classiques, c'est-à-dire que le maire n'a pas ni à souhaiter, ni à refuser une école musulmane sur une ville ou une école catholique, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça y est, c'est parti. C'est bon, vous entendez là? Donc la mairie n'a pas à refuser ou à accepter l'école catholique ou l'école musulmane. C'est les musulmans, s'ils souhaitent mettre en place une école privée musulmane, qui doivent le faire en respectant l'ensemble des éléments légaux, des autorisations et éventuellement, s'ils veulent être conventionnés avec l'État, des dispositifs de conventionnement avec l'État. Voilà, donc je dirais que la mairie est un peu spectateur dans l'installation d'une école privée sur la commune, qu'elle soit de confession catholique, qu'elle soit de confession juive, ou qu'elle soit de confession musulmane. Je voudrais revenir un instant, parce que j'ai été très bref sur cette réponse quand même, sur la question du droit de vote des étrangers. Moi j'ai fait voter au conseil municipal un vœu qui a été voté par notre majorité municipale sur le droit de vote aux étrangers. J'ai souhaité, un micro, deux micros, allô, allô. J'ai souhaité en effet qu'on se positionne clairement sur cette question. Je crois qu'il faut faire évoluer la loi et que les familles qui ne choisissent pas forcément la nationalité française, mais qui depuis des années, voire des décennies, sont sur notre territoire, participent à la richesse française, travaillent dans les associations, travaillent tout simplement, je pense que ces familles-là, elles ont le droit de s'exprimer aux élections locales. Et je suis favorable au droit de vote des étrangers et je souhaite que cette disposition soit prise au niveau national. Que ce soit clair, j'en ai fait même un vœu accepté au conseil municipal. Là, en effet, monsieur le maire, avant de répondre à la question, là, je partage totalement, parce que c'est tout simplement du droit commun, au-delà de volonté. Moi, personnellement, je veux dire,
dans le projet de la mosquée qui vous a été présenté, un des points que j'ai retenu et que je trouve tout à fait bon, c'est l'ajout d'un lieu de formation. Parce que les catholiques, nous avons nos aumôneries, tout le monde trouve ça très bien, c'est-à-dire un endroit où on accueille les enfants, où on les forme à notre religion. Donc j'ai trouvé particulièrement pertinent que derrière le bâtiment de la première mosquée, tel qu'il nous a été présenté, il y ait bien entendu un centre de formation pour les jeunes. La question d'une école privée sous contrat ou pas, M. Mann, je n'ai pas un mot à ajouter à ce qu'a dit M. le maire. Voilà, la mairie sera un spectateur attentif et bienveillant, comme pour toute autre école privée. Alors, un mot sur le droit de vote des étrangers. Là encore, je n'ai jamais remis en cause mes convictions. Je suis gaulliste et pour moi, il faut en effet, pour tous ceux qui le souhaitent et qui sont impliqués dans la vie locale, favoriser, et je sais que parfois il y a des problèmes, donc essayons d'améliorer cet accès à la nationalité, mais je suis totalement opposé, dans ces circonstances-là, si ce droit est ouvert, au fait que le vote reste réservé à tous les citoyens de nationalité française. À partir du moment où une école souhaite s'implanter, qu'elle réunit toutes les conditions, qu'elle est financée et qu'elle est portée, je ne vois pas de raison objective, je pense que personne ici n'en a, pour s'opposer à ce type d'ouverture. Je ne suis même pas certain que la mairie ait les moyens de s'opposer à ce type d'ouverture. Il n'y a pas de difficulté sur cette question-là. Je vais encore être en léger désaccord avec les orateurs précédents, je suis désolé. Je pense que la mairie ne peut pas être spectateur de la création d'une école musulmane. C'est juste, ça me paraît inconcevable. Elle est spectateur, ok, parce que juridiquement, on peut se réfugier derrière cette barrière, et concrètement, elle va donner un permis de construire. Est-ce qu'on va donner ou on ne va pas donner un permis de construire? Voilà, on n'est pas spectateur, on est acteur. Donc là-dessus, il faut une réponse claire, et la réponse claire, elle est oui, on favorise l'accès à l'éducation d'une partie de la population qui en est aujourd'hui exclue. Et je vais un cran plus loin, on le favorise pas uniquement pour les musulmans, on le favorise aussi pour les catholiques, on le favorise aussi pour les coptes, on le favorise aussi pour les autres religions qui peuvent avoir à un moment ou à un autre un besoin qui ne se retrouve pas dans l'éducation nationale aujourd'hui. Jeanne d'Arc, le lycée privé, on sait très bien qu'il y a 2000 ou 3000 candidats qui ne sont pas retenus tous les ans, donc c'est pas la réponse. Il faut faire un deuxième Jeanne d'Arc, conventionner si c'est possible. Si c'est pas possible, eh bien faisons-le à notre manière. Et pourquoi pas ensemble, d'ailleurs, un enseignement catholique et un enseignement musulman. Voilà pour un peu de provocation pour les organisateurs. Oui, juste pour rebondir, je ne pense pas qu'on ait dit, quand on accueillait favorablement une école pour les musulmans, on ait remis en cause de facto le fait que le maire doive accepter un permis de construire. Hein? Bon, ça paraît évident. Monsieur Raffray, je vous permets s'il vous plaît de garder quand vous avez le micro de vous exprimer, sinon on ne va pas réussir à s'en sortir. Juste une question concernant donc, pour monsieur Sarr. Que pensez-vous de la vidéosurveillance et d'une augmentation des effectifs concernant la police municipale? Et d'ailleurs, vous pouvez chacun répondre au niveau de la vidéosurveillance et de l'effectif de la police municipale. Ça renvoie à une question fondamentale, c'est la question de la sécurité. Et je voudrais rappeler quand même à chacun que la sécurité, c'est d'abord une responsabilité de l'État et de la police nationale. C'est très important de le rappeler parce qu'il y a encore 20 ou 30 ans, personne ne pensait à demander à un maire de traiter les questions de sécurité. Aujourd'hui, l'État s'étant défaussé, ayant baissé ses moyens, les villes, progressivement, ont commencé à se doter de moyens de sécurité. Mais il ne faut pas confondre les missions de la sécurité de la police nationale
et les missions de la police municipale. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai retiré les armes à feu de la police municipale, parce que je considère que la police municipale n'a pas à régler, c'est pas dans ses missions, c'est pas dans sa formation, les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, les problèmes de trafic de tous ordres. Ça, c'est la police nationale. Alors la police municipale, elle a son rôle à jouer, son rôle de police de proximité, son rôle de police pour aider les gens, son rôle de police sur les questions de voirie, sur les questions de stationnement, sur les questions de règlement de litige dans les quartiers. La police municipale a un rôle à jouer. Et c'est pourquoi j'ai conservé les 40 policiers municipaux, qui sont même aujourd'hui 42. Il y a 40 ASVP en fonction. Il y a 61 caméras de vidéosurveillance qui fonctionnent parfaitement, parce qu'on a mis 700 000 € pour réparer un certain nombre de vétustés dans le dispositif. On a remis des écrans qui fonctionnent parfaitement, et j'ai donc conservé le dispositif de vidéosurveillance. C'est pas miraculeux, ça règle pas tous les problèmes, mais ça peut aider, ça peut dissuader. Les problèmes de vidéosurveillance, les problèmes de police municipale, je vous le dis clairement, ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils doubleront les effectifs ou qu'ils doubleront les moyens, eh bien ils doubleront les impôts. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 5,5 millions d'euros, c'est-à-dire 10 points d'impôts locaux consacrés à la sécurité dans cette ville. Si effectivement vous continuez de doubler les effectifs, alors ou bien on me dit on en retire ailleurs, ou bien on me dit on augmente les impôts. Et dans une période où les collectivités locales se gèrent difficilement, il est inconcevable de faire des promesses en disant qu'on double les effectifs. Et quand bien même, pourquoi doublerait-on les effectifs de la police municipale aujourd'hui? Les 42 policiers qui travaillent de 6h du matin à 2h du matin travaillent dans les quartiers, auprès des quartiers, mais ils ne régleront pas, je le dis encore une fois, les problèmes graves que malheureusement nous continuerons de connaître, moins que dans d'autres villes, des problèmes de cambriolage ou les problèmes de stupéfiants. C'est à la police nationale. C'est parce que c'est à la police nationale de les régler que j'ai demandé et obtenu en partie seulement des moyens supplémentaires pour la police nationale, et que le commissariat de Colombes sera reconstruit à partir de 2015, parce qu'il est aujourd'hui dans un état qui est un état indécent, tant du point de vue de l'accueil que du fonctionnement des policiers nationaux qui y travaillent. Voilà un peu la logique par rapport à la police municipale et par rapport à la vidéosurveillance. Bien, là, mes chers amis, vous voyez, nous sommes dans la doctrine socialiste totale. Alors, tout est à l'État, oui, sur le fond, pourquoi pas? Enfin, l'État étant dans l'état où il est, si on attendait tout l'État, vous savez bien que les collectivités locales ne joueraient pas leur rôle d'amortisseur social de la crise, car nous sommes là, au niveau local, pour justement équilibrer un petit peu ce que l'État ne fait plus. Le domaine de la sécurité est un excellent sujet, et là encore, je ne suis pas à accabler la municipalité actuelle sur le fait que la hausse de la délinquance se produise sur notre ville. Par contre, je n'ai pas les mêmes réponses. J'ai des constats. J'ai un constat simple, en dehors du fait qu'il y a une forte hausse des cambriolages, mais ce n'est pas que pour Colombes. Il faut être honnête, c'est l'ensemble des Hauts-de-Seine, voire très probablement de la région parisienne. On en a notre part, hein. Il y a eu la hausse, a été forte, mais il n'y a pas que chez nous. Mon constat, il est que, au contraire, la police nationale, avec les effectifs dont elle dispose, pas assez pour une ville comme Colombes, de sa taille, certes, mais en tout cas, pourquoi ne pas aller au-delà de ce constat et nous apporter des solutions? Alors, vous voyez, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Certes, au vu du dernier budget municipal voté par la municipalité en titre, pour quelques jours aujourd'hui, parce que malheureusement, nous subissons cela, et c'est de coutume, un budget calamiteux que j'ai dénoncé, avec une épargne nette proche du zéro absolu et 40 millions de dettes qui ont été mises fin décembre pour équilibrer des comptes qui sinon auraient été insincères, dettes que nous aurons à rembourser, 20
Face à ça, notre maire nous dit, mais avec quel argent vais-je engager 40 fonctionnaires supplémentaires? Eh bien moi je vous dis, la police municipale, si vous voulez qu'elle soit efficace et au service de toutes et de tous, elle doit fonctionner à effectifs très supérieurs. Donc je prévois en effet de doubler ces effectifs pour la porter à 80 fonctionnaires, je parle bien hors la SCP, 80 policiers municipaux. Je compte bien les réarmer pour que quand ils se promènent dans certains quartiers à certaines heures, eh bien ils soient rassurés. Et je compte bien en plus les faire travailler 24 heures sur 24, comme entre 2001 et 2008, et sous forme efficace, pas sirène hurlante dans la ville, mais par brigade de 2 à 3 fonctionnaires, district par district, qui leur seront attribués et qu'ils connaîtront parfaitement. C'est ce qu'on appelle la politique de l'îlotage. Et je crois que, sans vouloir dire que d'un coup de baguette magique, on réglera le problème de la délinquance, vous conviendrez avec moi que des brigades qui se promènent à pied dans des quartiers limités peuvent à minima prévenir un petit peu les cambriolages, mais surtout, et là j'attire votre attention, parce qu'il y a beaucoup de parents dans cette salle, mettre fin à l'ensemble du développement des petits trafics de drogue qui se sont multipliés sur cette ville et dans des coins qui n'y étaient pas habitués. Et moi je suis clair, la drogue c'est la mort de nos enfants et je lutterai de façon radicale et j'éradiquerai peut-être avec une police municipale alors que ça devrait être la charge de la nationale, mais je rendrai ce service aux Colombiennes et aux Colombiens pour leurs enfants. Alors sur la question de sécurité, moi j'ai une vision un petit peu différente. Simplement parce que c'est bien d'avoir 40, 80, 90, pourquoi pas 200 policiers. C'est pas, moi la première question que je me suis posée avec mon équipe quand on a parlé de sécurité, c'est combien de policiers il faudrait, parce qu'effectivement il y a une forme d'insécurité. Effectivement la police nationale ne fait pas face. Alors peut-être qu'il y a 30 ans on n'est pas ouvert de s'occuper, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc il faut vivre avec son temps. Et il y a clairement une mission de sécurité qui est attribuée aujourd'hui à la police municipale. Alors pourquoi nous on a décidé de dire qu'on doublerait, même un peu plus que doubler les effectifs? Parce que tout simplement il y a une étude qui a été montrée que pour être efficace, une police municipale, elle a besoin d'effectifs à hauteur de 1 pour 1000 habitants. Donc un policier municipal pour 1000 habitants. Aujourd'hui on a presque 86 000 habitants à Colombes, donc idéalement il faudrait 86 policiers municipaux. Ce qui veut dire aussi que la police municipale aujourd'hui, avec 40 policiers, elle n'est peut-être pas aussi efficace qu'elle le devrait, pas forcément que les agents ne mettent pas du leur, c'est pas du tout leur faute, mais elle n'a pas les moyens, les effectifs suffisants. Donc la première idée, ça a été de dire qu'il faut aller petit à petit, année par année, vers ce nombre de policiers-là. Mais alors des policiers, pourquoi faire? Ça a été la deuxième question. La police municipale, ce n'est pas la police nationale. On ne peut pas avoir une police unique pour les deux. Leurs missions sont différentes, elles ne sont pas faites pour faire la même chose. C'est pourquoi nous on a proposé d'avoir des policiers par quartier. C'est-à-dire que chaque agent est affecté à un quartier, vous avez des brigades de quartier. Pourquoi des brigades de quartier? Parce que le but du policier municipal, c'est pas de faire cow-boy, c'est pas d'aller de montrer, d'être armé et de devenir faire le cow-boy du quartier. Le but d'un policier municipal, c'est de rendre des services aux habitants. Donc quand vous avez des policiers et des brigades qui sont affectés à un quartier, ils connaissent le quartier, ils connaissent les habitudes de vie du quartier, ils connaissent les habitants du quartier. Et en retour, les habitants connaissent les policiers. Et donc quand vous connaissez, vous apaisez les relations. Et à partir du moment où ce n'est pas la police nationale, la police municipale peut rendre des services au quotidien aux habitants. Et là, vous avez une relation apaisée. Et quand la police elle est au milieu des habitants, dans les quartiers qui se connaissent mutuellement et qu'on n'est pas dans une relation de confrontation, on est dans une relation de service mutuel, et on combat comme ça les sentiments d'insécurité et on apaise aussi les quartiers. Donc c'est pas une police qui est la police nationale, c'est une vraie police de proximité, schéma sanitaire de proximité, pilotage, j'en sais rien, ce que je veux c'est surtout une police au service des habitants. Et dans le même temps, il y avait la question des caméras. Et la question des caméras, aujourd'hui les caméras, on sait que c'est dissuasif, c'est pas répressif, on sait que ça marche. On sait que la vie privée est protégée, il y a des choses, les chartes, etc., qui existent aujourd'hui protègent réellement la vie privée, donc on ne voit pas pourquoi on se priverait des caméras. Et donc l'objectif c'est effectivement d'augmenter le nombre de caméras sur la ville, à la dissuasion, pour justement apaiser et combattre ce sentiment d'insécurité, puisque l'insécurité
Donc voilà en quelques mots et puis l'état d'esprit et les grandes lignes de la programme sur cette politique. C'est bien que ça, j'ai pas besoin de réexpliquer ce qu'est le pilotage, puisque mes interlocuteurs précédents le font et je suis ravi qu'on soit d'accord sur ce point. Il faut rapprocher effectivement la police du citoyen. Parce que les citoyens aujourd'hui, et en particulier les citoyens musulmans, ne se sentent pas forcément en sécurité face au contrôle de police au faciès. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et je pense que ça passe aussi par une formation des policiers municipaux et nationaux. Nous, ce qu'on veut faire, parce que l'objectif de l'îlotage est le même, le rapprochement de la police du citoyen est le même, ce qu'on veut faire, c'est le faire vraiment. Et pour le faire, on passe par une fusion de la police municipale et de la police nationale. Ce qui met la police municipale sous l'autorité du commissaire de police nationale. Donc une garantie, on va dire, d'efficacité, une garantie de formation, une garantie de valeur. Et ça nous permet aussi de former mieux les policiers municipaux, de leur donner des tâches plus intéressantes peut-être, parce que là je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur le fait qu'il y ait deux tâches. Il n'y a pas la tâche de la police nationale et la tâche de la police municipale, il y a la tâche de protection de l'ensemble des citoyens, et c'est la même. Se décline aussi, et je suis surpris qu'on les ait oubliés, sur les agents de sécurisation de la voie publique, les ASVP, qui aujourd'hui sont essentiellement là pour mettre des procès, mais ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est aussi participer à la sécurité de l'ensemble des citoyens. Donc voilà pourquoi, juste un mot sur les chiffres, on a 50 emplois budgétaires, monsieur le maire, au budget 2013, pour 5 millions d'euros, donc ça fait en gros 100 000 euros par personne. Vous avez 700 000 euros sur les caméras, donc on a déjà trouvé 7 personnes de plus. Et si on passe de 40 à 80, ça ne fait pas un impact budgétaire tel sur le budget de la ville qu'on puisse se refuser à le payer. Voilà. Alors là, on va essayer de mettre deux questions pour aller un peu plus vite sur une seule intervention. Donc, il y a la première question concernant est-ce qu'il y a une possibilité pour les femmes musulmanes d'avoir en fait un créneau horaire pour les piscines, Donc ça c'est la première question. Et la seconde, donc est-ce qu'il serait possible également un abattoir mobile juste au moment des fêtes de l'année, bien entendu, en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Je vous laisse. Si vous permettez, moi je veux quand même revenir un instant parce que dans un débat comme celui-ci, il faut quand même, M. Trupin, rester sérieux. Personne aujourd'hui ne peut considérer que les tâches de la police municipale et celles de la police nationale sont les mêmes. Ou alors, c'est méconnaître gravement l'organisation de nos institutions. Et dans ce cas-là, je m'étonne que quelqu'un qui prétend être maire d'une ville de 86 000 habitants connaisse aussi peu le fonctionnement de nos institutions. Lorsque nous avons un problème dans un quartier où il y a des trafics de stupéfiants, ce n'est certainement pas la police municipale qui va intervenir. Je veux même vous dire mieux, ce n'est même pas le commissaire de Colombes, ce sont les brigades spécialisées qui interviennent sur ces questions, qui font des travaux de reconnaissance, qui font des travaux de perquisition, qui font des travaux d'écoute téléphonique, qui relèvent de brigades spécialisées. Donc ne disons pas n'importe quoi, il y a des tâches de la police municipale qui sont des tâches de proximité, des tâches de la police nationale qui sont des tâches menées par les inspecteurs, qui sont des tâches d'investigation, de reconnaissance, d'écoute téléphonique, de perquisition et d'arrestation. Si on ne connaît pas le sujet, on ne peut pas voir. Les questions posées, elles sont délicates ces deux questions, mais je vais répondre très franchement, spontanément, en vous avouant de ne pas y avoir forcément réfléchi auparavant. Sur la question de l'abattoir mobile, je pense que ça doit être possible, sur une ville comme la nôtre, de trouver effectivement un endroit, si besoin, qui permet aux musulmans d'effectuer l'abattage au moment de la fête de l'Aïd par exemple, et le faire dans des conditions à la fois sanitaires et à la fois d'organisation qui soient possibles pour la ville. Et je n'y vois personnellement aucun inconvénient. Sur le second point, en revanche, je vous exprime immédiatement ma réticence. Je trouve que nous sommes dans un monde qui partage, un monde qui fait de la ségrégation, et dont parfois et souvent les musulmans, les nord-africains, les personnes de couleur sont victimes. Et je souhaite au contraire un monde qui rassemble. Et tout ce qui peut aujourd'hui séparer les hommes et les femmes ne me paraît pas être devoir pris en charge par la République. Donc j'ai sur ce point une différence avec les gens qui pensent qu'on doit effectivement organiser. Après,
qu'il y ait effectivement une activité qui soit mise en place à un moment donné spécifique par un club pour des femmes, pour des hommes, pourquoi pas, mais que la municipalité organise des ouvertures d'équipements publics en direction de public féminin ou masculin, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je ne suis pas prêt, et bien sûr, ça peut demander débat, discussion, je veux bien y réfléchir, mais ma réponse spontanée, c'est plutôt d'aller dans ce sens, de faire en sorte qu'on soit ensemble, tous ensemble, les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les musulmans, les juifs, les chrétiens, et l'ensemble de la société. Il existe déjà à Paris, il existe déjà à Anières. Est-ce qu'on s'est posé la question de mettre la laïcité en avant pour interdire les rames de métro pour femmes au Japon? À Tokyo, il y a des rames de métro exclusivement pour femmes. Donc si c'était sur une base religieuse, bien évidemment, on se rend compte. Si c'était sur une base de respect de la femme et pour toutes les femmes, quelle que soit leur religion, pourquoi pas? Merci. Merci pour la dernière question, mais ensuite on va laisser 5 minutes pour conclure. Donc la dernière question est la suivante. Quelle est votre position sur le port du voile dans les langues publiques, et en particulier pour les femmes qui accompagnent les enfants pour les sorties scolaires? Allez-y, c'est toi. Sur le port du voile pour les femmes qui accompagnent les sorties scolaires, il y a une loi, et donc je pense que effectivement son abstinence. Cela étant, dans l'université, la question s'est posée. Et je pense que si on est sur une législation dans l'université sur le port du voile, c'est déjà un constat d'échec. Légiférer, c'est déjà la preuve qu'on n'a pas su, entre adultes, mettre en place un système qui marche. Parce que les universités sont autonomes. Les gens qui sont dans l'université en général sont des adultes, sont des majeurs, donc il est rare qu'on soit mineur en université. Donc la loi sur le port du voile dans l'école ne s'applique pas. Et je pense que si on est obligé de légiférer, c'est déjà un constat d'échec, c'est déjà qu'on n'a pas su se mettre d'accord. Moi je fais confiance à l'intelligence humaine, à l'intelligence des gens qui portent le voile, à l'intelligence des recteurs d'université. Évidemment, si la personne porte un voile, il couvre de la tête aux pieds, évidemment elle ne pourra pas étudier à l'université, c'est évident. Si on ne voit pas les yeux, c'est compliqué. Si les recteurs d'université stigmatisent les femmes qui mettent un fichu sur leur tête, comme celui qu'avait ma grand-mère quand elle était normale, même sans aller à l'église, c'est tout aussi con. Donc faisons confiance à l'intelligence et faisons en sorte que les règles se trouvent entre adultes de bonne volonté plutôt que de légiférer là-dessus, ce qui sera toujours un constat d'échec. C'est bon, c'est bon. Je vois qu'il y a des applaudissements partis. Moi, je vais dire très franchement, moi j'ai rien contre le port du voile en tant que tel. J'ai connu un pays où ça posait aucun problème et je vois pas où est la difficulté. À partir du moment où il y a des lois, les lois doivent être respectées. C'est le rôle du maire. On ne peut pas se présenter à la mairie et faire fi des lois de la République. Donc s'il y a des lois, elles doivent être respectées. À partir du moment où la loi n'impose pas, moi j'ai pas de difficulté particulière avec le voile. Je fais la différence entre le voile et le niqab, le voile classique. Pour moi, il n'y a pas de difficulté et je ne vois pas pourquoi ça poserait des problèmes. Et je pense que la tolérance elle est aussi là. Donc je n'ai pas de difficulté avec cette question-là. J'ai déjà répondu, donc je maintiens ma position. Elle est très simple. D'abord, il y a le problème des lieux publics, donc ça a été évoqué et c'est réglé par la loi. Et puis, il y a la liberté de toutes et tous par rapport justement à la vie extérieure de notre République. Un petit peu de silence pour écouter la réponse. Ma réflexion, elle est la suivante. Au-delà de tout principe de tolérance, étant moi-même quelqu'un d'extrêmement ouvert à l'ensemble des religions et à leurs pratiques, ma référence reste la République. Et avec cette référence, je pense que le port du voile pour les femmes, même s'il est parfaitement légal et donc non remis en cause, et certainement pas au niveau d'un élu local, puisque c'est national, ma conviction personnelle, si on voit un potentiel de vraie intégration dans les futures années, il ne faut pas voir le problème aujourd'hui. D'ailleurs, le problème du voile, qui n'en est pas un, a été quelque chose qui a suivi certaines courbes
Moi, je me rappelle, vous savez, j'ai 50 ans, je ne suis pas si vieux que ça, je ne suis pas non plus tout jeune. Il y avait à l'époque beaucoup de musulmans ou d'une génération précédente installés. Le problème ne se posait quasiment pas à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Il y avait certainement des femmes qui portaient le voile, mais finalement très peu. Et puis, il y a eu une nouvelle tendance, un retour à la religion. Moi, personnellement, je ne peux que me féliciter que les gens qui pratiquent leur religion aient une pratique la plus forte et la plus sincère possible. Mais je mets juste en garde, de façon très calme et très laïque, au-delà de tout jugement de valeur que je peux porter, sur le fait qu'une société comme la France est une société compliquée et qui n'a pas toujours fait preuve de beaucoup d'écoute et de beaucoup de capacité d'intégration par rapport à ces Français d'origine étrangère. Et sous ce terme, il faut parler principalement de nos populations d'origine du Maghreb, pays que je connais tout particulièrement bien. Donc, ce que je ne voudrais pas, c'est que des extrêmes profitent d'une stigmatisation. Et au-delà d'un jugement personnel, qui en tant que républicain laïque n'est pas personnellement pour le port de tout signe extérieur religieux, parce que dans ma réponse que j'ai faite à l'association, j'ai parlé du voile, et j'ai parlé de la kippa, ou pour un catholique de tout signe ostentatoire, de port de croix, peu importe, je pense qu'il y a en effet l'univers laïque que nous partageons tous, et pour lequel il est bon, dans l'intérêt de chacun, d'avoir sa part de totale reconnaissance et totale intégration, et l'univers privé qui doit évidemment respecter toute conviction religieuse et donc toute manifestation rituelle ou non de cet univers religieux. Merci, monsieur. Oui, vous arrive effectivement avec Claire Rinfret et d'autres également d'avoir les points d'accord, et la façon dont il a terminé son intervention me convient bien. Je pense effectivement que, d'abord, premier rappel, appliquons la loi. Un maire est là pour appliquer la loi, il n'est pas là pour faire la loi. Ou alors il faut s'adresser aux députés. Le maire applique la loi et s'assure que la loi est appliquée. Et il est rare que dans une ville comme Colombes, on nous interpelle sur une transgression de la loi. Malgré tout, c'est arrivé récemment. Une femme s'étant présentée dans une école maternelle avec le voile intégral. Et donc, il y a eu quelques difficultés parce que le directeur de l'école est censé devoir remettre l'enfant ou prendre l'enfant à quelqu'un qui montre son visage. Donc là, on était en transgression de la loi, mais le directeur de l'école n'a pas appelé la police, l'inspectrice m'a appelé, on a discuté, on a négocié, j'ai demandé à ce qu'elle reçoive la famille pour que les choses évoluent et pour que chacun respecte la loi, et on est arrivé effectivement à trouver une solution. Je pense que quel que soit le comportement des uns et des autres, il faut éviter à tout prix l'affrontement. Premier point. Deuxième point, il faut à mon avis éviter aussi toute stigmatisation. Moi je crois que plus on va dans les lieux publics faire une affirmation de sa religion, et plus on s'expose à créer de la part de certains des comportements extrêmes. Moi je vais vous dire, très franchement, j'ai pas peur des musulmans, j'ai pas peur des catholiques, j'ai pas peur des juifs, j'ai pas peur de toutes ces religions, j'ai peur du Front National, j'ai peur des extrêmes politiques. Et les extrêmes politiques aujourd'hui qui se nourrissent de certains comportements extrémistes. C'est à ça qu'il faut faire attention. Moi, quand je souhaite que nous travaillions ensemble, que les communautés travaillent ensemble, que nous ayons des lieux dignes pour les collectifs, pour les communautés religieuses, c'est pour éviter, par exemple, qu'elles se retrouvent à prier dans la rue et là, générer de la part de certains des comportements extrêmes, des mises à l'index, on les montre du doigt, on les discrimine, etc. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter à tout prix de nourrir la frange de la population qui n'est peut-être pas très importante, mais qui demande aujourd'hui qu'à revivre de ce fond de crise et qui est une frange de la population qui effectivement, elle, est encline à rejeter l'autre. Moi je pense que pour que l'autre soit accepté, il faut que nous fassions des efforts, il faut que l'autre fasse des efforts et qu'on essaye de trouver le point d'équilibre entre le respect des règles républicaines d'un côté et le respect de la religion dans la sphère privée.
réunion. Je vais laisser la parole en fait à chaque candidat 3 minutes pour donner faire un petit mot. Donc je ne sais pas si vous voulez comment qui va commencer. Allez, repartons dans cet ordre-là. J'ai la parole un quart du temps, alors que j'ai 3 concurrents qui vont peut-être se retrouver au deuxième tour. Donc j'aurais peut-être pu avoir la moitié du temps, mais ça fait rien, je prends qu'un quart du temps. Bon, ma conclusion, elle est simple, ma conclusion. J'espère qu'à travers tout ce que je vous ai dit, vous avez compris un message essentiel. Vivre ensemble. C'est ça le message essentiel que je porte, y compris dans cette élection municipale. Vivre ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refait nos quartiers pour y mettre de la mixité sociale, qu'on arrête qu'il y ait les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, qu'on remette de l'accession sociale et de l'accession à la propriété dans les quartiers populaires, mais qu'on accepte tous de mettre du logement social dans les quartiers de centre-ville, ce qu'on a commencé à faire et ce que mes opposants ont refusé jusqu'à présent. Donc de la mixité sociale dans les quartiers pour mieux vivre ensemble. Deuxièmement, respecter l'ensemble des cultes, les faire vivre ensemble, les faire travailler ensemble, leur donner les moyens d'exercer leur culte dans la dignité. Troisièmement, faire en sorte que les autres communes jouent le jeu. Parce qu'aujourd'hui, prenons le problème du logement. Si nous avons un problème de logement à Colombes, et si nous avons 3 villes de sont demandeurs de logement, c'est aussi parce que des villes comme Gennevilliers, Nanterre, Colombes ont construit du logement social qui nous ont permis à nous tous de vivre à un moment donné correctement. Mais les villes, je le dis, sans vergogne, les villes de la Garenne, de Neuilly, de Bois-Colombes, de Puteaux, de Courbevoie, qui ne construisent pas de logements sociaux, sont responsables d'une forme de ghettoisation. Il faut qu'ensemble, on lutte pour que la mixité sociale existe dans Colombes, mais qu'elle existe également ailleurs, pour que Colombes ne soit pas la seule ville, avec des villes comme Gennevilliers ou Nanterre, à recevoir les populations les plus en difficulté. Ce que je veux dire, c'est que vivre ensemble, ça implique l'effort de tous. L'effort, bien évidemment, des maires, l'effort également du gouvernement, qui doit obliger ces communes à recevoir toutes les populations et pas les exclure. Et c'est l'effort aussi de toutes les communautés, quelles qu'elles soient, de vouloir s'intégrer en jouant le jeu d'une seule chose, qui doit nous rassembler tous ici, la République. Parce que je pense que les principes républicains, ils sont universels, ils peuvent être acceptés par l'ensemble des collectivités, l'ensemble des classes sociales, l'ensemble des habitants d'une ville. C'est à ça que je vous invite en tous les cas. Moi, j'aimerais du fond du cœur remercier l'association qui nous a permis de discuter aujourd'hui, Citoyens Musulmans. Il y a eu une vraie démarche vis-à-vis des concurrents. Le choc économique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une véritable urgence pour rééquilibrer les contribuables de cette ville et les non-contribuables. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont quand même nombreux, un peu plus de 40%. Ce n'est pas du tout de leur faute, je ne les stigmatise pas, mais il faut bien comprendre qu'une ville, pour être riche et offrir des services à sa population, doit également être composée, doit être équilibrée socialement. Et de ce point de vue-là, je rebondis sur ce que disait Philippe Sarr à propos du logement social. Jamais je n'ai dit que j'étais contre le logement social. Je considère que nous en avons 34%, ce qui au terme de la loi SRU qui en impose 25 est quand même une norme tout à fait bonne. Ensuite, que vous savez tous que le vrai problème, c'est la concentration de ce logement sur une seule partie de la ville. D'où l'idée d'en construire dans d'autres, tout à fait. Mais sachez également que le vrai problème, c'est le parcours résidentiel, que l'essentiel de nos HLM à l'heure actuelle sont de première catégorie, qu'on appelle le PLAI, et qu'il faut, et d'ailleurs, Philippe Sarr, sans le dire trop, le fait également, construire une catégorie intermédiaire et supérieure, les PLUS, PLS, qui permettent justement aux personnes ayant acquis de meilleurs revenus, mais voulant rester dans le logement social, d'accéder à de meilleures qualités de confort et peut-être d'emplacement géographique de la ville, favoriser l'accession sociale pour ceux qui peuvent sortir du logement social et n'ont pas les moyens de payer des 5-6 000 € le mètre carré. Je rappelle, parce que beaucoup de bêtises sont dites sur l'accession sociale, c'est quand même pas gratuit, puisque Philippe sera d'accord avec moi,
c'est 3 400 € pour la ville de Colombes, donc ça nécessite déjà de l'argent, mais c'est vrai que par rapport au programme 9, tel qu'ils ont pu être construits à 5 000 à 6 000 €, c'est une vraie opportunité. Donc moi, ce qui m'importe, c'est un Colombes pour tous, et à l'occasion d'aujourd'hui, où nous étions en discussion avec vous, les musulmans de notre ville, vous dire mon ouverture totale, bien entendu, à votre pratique, mais également mon souhait que l'intégration républicaine marche vraiment pour vous à 100%. Et je sais que ce n'est pas le cas. Et si demain j'étais maire, je mettrais le paquet pour que justement, dans le domaine surtout de l'emploi, les voies vous soient beaucoup plus ouvertes. C'est mon engagement, parce que je sais que c'est important pour vos familles. Évidemment, oui au principe républicain, oui au vivre ensemble, mais la mixité sociale, c'est pas tout à un seul endroit, là-dessus je suis complètement d'accord. On a le logement social à Colombes, ce qu'il faut, c'est qu'on remette du vivre ensemble pour le reste, c'est-à-dire une vraie mixité, que les gens se voient, que les gens sortent d'un quartier pour aller dans un autre, qu'il y ait de l'échange. En fait, oui au principe républicain, mais il y en a un de ces grands principes républicains qui aujourd'hui donne son sens, c'est la fraternité. Et moi, ma grande ambition, ma grande envie, c'est de refaire vivre cette fraternité, c'est de retrouver la fraternité dans la ville de Colombes et que ce mot ait enfin un sens dans cette ville, ce qui malheureusement est vraiment le cas. Et la fraternité, c'est bien sûr la clé des cultes, de tous les cultes, évidemment le culte musulman, mais de tous les cultes sur la ville. Pour y arriver, c'est l'égalité entre tous les cultes. Et on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui les cultes à Colombes ne sont pas traités tous de la même manière. Et quand vous donnez l'impression de favoriser un culte par rapport à un autre, vous créez de la stigmatisation. Et quand vous créez de la stigmatisation, vous mettez les personnes les unes contre les autres. C'est pas comme ça que vous combattez la stigmatisation, c'est pas comme ça que vous combattez la différenciation. Donc, si on veut y arriver, si on veut réellement combattre cette stigmatisation pour tous, il faut cette égalité. Et puis je vais conclure simplement sur quelque chose qui m'a fait sourire. Quand on illustre la stigmatisation avec par exemple les élites faciès, quand on l'a pas vécu c'est facile, quand on l'a vécu c'est autre chose. Donc moi je suis vraiment très attaché à ce combat contre la stigmatisation, toutes les stigmatisations religieuses ou des couleurs ou des cultures. Voilà, merci. On est là aussi pour discuter avec vous. Donc moi je voudrais dire un maire, ça assure trois choses. Premièrement, il assure les libertés fondamentales. La sécurité en est une, la liberté du culte en est une autre, la liberté d'entreprendre en est une troisième. Trois choses dont on a déjà parlé aujourd'hui et vous connaissez la position. Deuxièmement, un maire, ça doit aussi savoir s'opposer. Je suis surpris et déçu qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui de la théorie du genre, parce qu'il faut savoir aussi s'y opposer. Quand je serai maire, je m'y opposerai. Et un maire, ça c'est aussi utiliser les énergies. Ça c'est aussi utiliser les énergies positives. Et les énergies que nous avons aujourd'hui avec vous, c'est des énergies positives pour construire ce fameux vivre ensemble dont tout le monde parle. Et donc on ne va pas se contenter de vous revoir dans 6 ans, on se revoit dans un mois. Merci, à bientôt. Merci à tous ces candidats que nous avons reçus. Concernant juste merci de nous avoir venus, merci à tous de votre participation. Je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez en fait continuer dans cette démarche de citoyenneté et de rassemblement des citoyens musulmans de Colombes.